Aujourd'hui, je vais vous donner une petite introduction, je vais vous expliquer les fondements avec la figure. Là, on va passer plus de temps, ça va être l'explication des 9 bases, qui sont les 9 familles de personnalités. Ensuite, on va approfondir un tout petit peu et enfin, on va voir comment est-ce que l'énéagramme n'est pas seulement un outil qui permet de trouver et de discerner sa personnalité, mais qui donne aussi des axes d'amélioration pour devenir la meilleure version de moi-même. Voilà. Je rappelle, avant même qu'on commence, que l'objectif, c'est pas forcément de trouver son type, sa base, son type énéagramme dès maintenant, là, en 40 minutes. Et vous allez comprendre, je pense, au fur et à mesure pourquoi. Parce que c'est un outil assez complexe qui demande de l'entraînement et de la compréhension, de l'observation de soi-même. Mais voilà, le but aujourd'hui, c'est que vous ayez quand même un petit peu une idée de comment ça fonctionne et que ça vous donne envie d'aller plus loin. Donc voilà. Donc, petite introduction, je vais passer très rapidement sur les origines de l'énéagramme. Ce qui me paraît important, c'est de dire que la constitution du mot énéagramme, c'est énéa 9 et gramme, la figure, que les origines, elles sont ancestrales, donc je ne peux pas vous en dire plus que ça, c'est assez flou, mais ça a été développé dans la deuxième partie du XXe siècle de manière plus intense, avec enfin des livres, d'autres types de transmission. Mais voilà, la base, c'est vraiment la transmission orale, c'est pour ça que c'est un peu difficile de retracer l'histoire de cet outil. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un outil de découverte personnelle qui se base sur justement la tradition orale parce qu'il inclut aussi le corps et le cœur et que le but, c'est de s'appuyer aussi sur le groupe pour observer ses comportements et ceux des autres. Voilà. Ensuite, sur les cycles de formation, très rapidement. Donc, il y a 3 cycles. Moi, personnellement, et c'est important que je le dise ici, je n'ai fait que le cycle 1. Donc, il s'agit de 5 modules de 2 jours chacun, donc en tout 10 jours de formation. J'ai fait ces 10 jours-là et ce premier cycle me permet à moi de me trouver, de trouver quel est mon type, de me comprendre d'un point de vue personnel. Donc aujourd'hui, je vous parle en tant que cette personne qui a suivi le cycle 1. Je ne vous parle pas en tant que la personne qui a été plus loin, qui est capable de former à ce sujet. Ce que je vous dis aujourd'hui, c'est ce que j'en ai compris. Et je vous en parle comme si on était assis dans un canapé et que je vous racontais ce que j'avais compris de l'énéagramme. Donc ça, c'est important de poser le cadre. Je ne suis pas formatrice. Je vous partage simplement ce qui me paraît intéressant et important avec cet outil. Voilà. Ce qui est important de comprendre à ce stade, c'est que si moi j'ai passé 10 jours à faire cette formation, c'est bien qu'en faisant un test sur Internet, en répondant à des QCM, c'est pas la même chose. Donc ici, je suis pas là pour vous envoyer après sur Internet et dire faites un test et puis vous verrez la réponse. C'est pas du tout ça le principe. Et vous allez, je pense, le comprendre au fur et à mesure. Donc, passons un petit peu au fondement. Donc, vous avez peut-être jamais vu cette figure. Ce que je vous propose, c'est qu'on la décompose un petit peu ensemble. Ça, c'est la figure de l'énéagramme, avec les 9 personnalités qui sont réparties autour d'un cercle. Il y a plein de significations, plein de connexions. Et comme je le disais, c'est un outil assez complexe. Donc, on va voir un petit peu ensemble comment il se décompose. Donc, d'abord, on a le cercle, les 9 personnalités qui sont placées autour. On va avoir un premier triangle qui relie les personnalités 3, 6 et 9. Et une autre figure qui relie les autres personnalités entre elles. Et c'est comme ça qu'on en arrive à cette figure avec le sens de flèche qui est aussi très important, qu'on aura le temps d'énoncer rapidement à la fin, mais voilà, on ne pourra pas trop rentrer dans le détail des flèches. Ce qui est important de comprendre, c'est avec l'énéagramme, à quoi est-ce qu'on s'adresse? À quelle partie de nous-mêmes est-ce qu'on s'adresse? Le graphique que je trouve le plus intéressant, c'est celui en haut à droite, qui s'appelle les 3 cercles horizontaux. L'intersection de ces 3 cercles, c'est notre personne, nous, qui on est. On dit qu'on est l'intersection de notre personnalité, de notre famille, de notre éducation et de notre environnement socio-culturel. L'énéagramme, il s'adresse uniquement au cercle personnalité. Donc c'est ça qu'il faut être capable de discerner aussi, et c'est pour ça que c'est un outil intéressant, c'est qu'on va essayer de descendre un peu plus profond dans les mécanismes et dans les motivations de chacun pour passer outre et tout ce qui est éducation, environnement socio-culturel et comprendre ce qu'il y a derrière. Mais il faut aussi comprendre qu'on est composé pas seulement de ce que dit l'énéagramme, ce qui fait qu'on est tous uniques, peu importe si on appartient à une des familles de personnalités, une des 9 familles, on reste tous uniques. Voilà. De la même manière, si on regarde sur les 3 cercles verticaux, on est ici plutôt au stade de la psyché, de la psychologie, donc qui n'est pas le stade corporel et qui n'est pas notre âme ou voilà, la pointe de l'âme qu'on a à l'intérieur de nous. Ici, on s'adresse vraiment à la personnalité, à la psychologie de chacun. Voilà.
Donc, pourquoi est-ce que c'est un outil qui, moi, a changé ma vie personnellement et je pense que chacun en retire quelque chose de très personnel. Pour certaines personnes, je pense notamment à mon père, je vous en parlerai un petit peu plus tard, ça leur permet de comprendre qu'il y a d'autres types de personnalités, que certaines personnes voient le monde différemment. C'est comme si on avait chacun une paire de lunettes qui correspond à notre type et qu'on regarde le même monde, mais avec un filtre différent. Voilà. Une autre particularité de l'énéagramme qui en fait un outil qui est parfois encore pas trop développé dans le monde professionnel, je trouve, comparé à d'autres outils comme le Processcom que de nombreuses personnes chez Extia ont fait, c'est qu'on ne regarde pas seulement les comportements observables qui sont faciles à mentionner dans un cadre professionnel, mais qu'on essaye de descendre dans les mécanismes inconscients, dans les réactions automatiques, dans ce qui s'est créé, ce qui a pu provenir de notre enfance et qui a donné suite à un certain type de comportement. Donc, ce qui nous intéresse finalement, c'est pas tellement le comportement, mais c'est de descendre et retrouver la motivation qui motive justement ce comportement. Parce qu'en fait, on peut avoir des comportements qui sont identiques vus de l'extérieur, mais qui ne correspondent pas du tout à la même motivation. Par exemple, la motivation profonde, pardon, je l'ai fait à l'envers en fait. Si la motivation profonde, c'est par exemple le besoin de lien affectif. On peut avoir différents comportements qui donnent envie qui peuvent montrer qu'on a envie d'avoir plus de liens affectifs. Certaines personnes vont vouloir rendre service à quelqu'un, certaines personnes vont plutôt décider de se plaindre, certaines personnes vont essayer de taper du pied et se mettre en colère pour montrer qu'ici elles ont besoin de plus d'affection. Donc chacun va se comporter de manière différente et l'important c'est de revenir vraiment à la source des mécanismes. L'énéagramme, on dit que c'est un outil dynamique parce qu'il donne justement des pistes d'amélioration, c'est ce que je disais, on n'est pas là seulement pour trouver notre type et après c'est fini. Il est respectueux de l'identité de chacun et c'est important de le dire parce qu'on n'est pas seulement une des 9 cases autour du cercle, c'est beaucoup plus complexe que ça, c'est loin d'être stigmatisant et justement c'est un outil d'émancipation, je trouve, qui est très très puissant pour se comprendre et comprendre les autres. Donc c'est parti maintenant pour rentrer dans le vif du sujet avec les 9 bases. Avant qu'on commence, il faut que je vous explique qu'il va y avoir des gros mots pour chacun, dans le sens où je vais devoir pousser un peu les comportements à l'extrême pour pouvoir dégager les tendances principales et pouvoir un petit peu stéréotyper chaque type, parce que c'est plus simple pour le faire en 45 minutes. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque type en prend pour son grade. Dans chaque type, il y a des choses désagréables, mais c'est important sur Terre qu'on soit tous là avec tout ce qu'on apporte. Donc, même si parfois je peux avoir des mots assez durs ou assez tranchés, voilà, il faut toujours garder en tête que c'est bien plus subtil que ça. Moi, aujourd'hui, je vous dresse un portrait grossier, même si j'essaie de le faire de la plus belle manière possible. Voilà. Donc, ça va être parti avec beaucoup d'informations qui vont s'enchaîner pour chaque type. Et on va commencer par le type numéro 3, parce qu'en fait, on va suivre le sens de certaines flèches. Donc, c'est parti. Sur chaque slide, vous verrez que j'ai mis le type, donc la base numéro 3, le nom qui lui est communément donné, même si c'est assez restrictif, mais on va l'appeler le battant, il faut bien se mettre d'accord. Un petit animal qui est le logo, l'animal totem qui a été choisi, qui fait à chaque fois grandement sens, et la localisation sur le cercle. Donc c'est parti. La personne de type 3 est une personne qui a la croyance que ce qu'il fait est plus important que ce qu'il est. Donc dans sa tête, il pense « je suis ce que je fais ». Pour lui, ce qui va être important, c'est de mériter la reconnaissance des autres par ses réalisations. Donc des mots-clés de ce type, numéro 3, ça va être les objectifs, la réussite, l'action, l'efficacité, toujours un mouvement vers l'en avant pour continuer à créer, à avancer. Il va beaucoup s'identifier à ses résultats, comme je l'ai dit, et à ce qu'il croit qu'on attend de lui. Ce qui va être important pour lui à tout prix, ça va être d'éviter l'échec ou de prétendre l'éviter. Quand je dis prétendre l'éviter, ça va être par exemple de modifier son objectif après coup pour se dire « Ah mais c'est bon, j'ai pas échoué, j'ai atteint mon objectif, tout va bien ». Ça en fait des chefs et des leaders entraînants, de toujours vouloir aller vers l'avant, de toujours se focaliser sur l'efficacité.
Ils vont, pour cela, souvent éviter les émotions négatives. Ce sont des personnes qui vont susciter l'admiration, forcément, parce ils sont capables de se mettre en valeur, de réussir, de mettre tout en place pour réussir. C'est des personnes qui vont être capables de s'adapter à leurs interlocuteurs. Voilà. Concernant les personnalités publiques, je vous en ai mis sur chaque base. C'est un petit peu compliqué. Je les mets plus comme point de repère que comme une certitude ou un point d'accroche réel. C'est plus une petite mention qui peut être intéressante pour se remémorer certaines choses. Mais moi, personnellement, c'est déjà tellement compliqué de se trouver soi-même que de dire un tel est comme ça et c'est une référence. Je trouve que c'est pas forcément le bon moyen. Mais je l'ai mis quand même parce que ça peut être intéressant pour garder un point de repère. Donc, je vais vous dire quelques pensées et paroles fréquentes qu'il y a dans la tête des personnalités de type 3. Moi, j'ai pas peur de faire des heures sup. J'aime fréquenter des gens compétents et importants. Pour m'en sortir, il m'arrive de déformer la réalité. Je sais bien ce que les autres attendent de moi et je suis capable de m'y adapter. Je crois que l'importance est apparente. La fin justifie les moyens. Et ce qu'on va dire d'eux, on dirait qu'il n'y a que le travail qui compte pour elle. Il a beaucoup d'assurance, elle a beaucoup d'assurance et sait mener les choses à bien. Elle sait mobiliser ses collaborateurs. Donc le profil 3 va être quelqu'un qui va tout faire pour limiter ses risques d'échec, voire ne pas se lancer dans un projet s'il n'est pas sûr de gagner. Et c'est quelqu'un pour lequel qui va être très sujet au burn-out et parce que pour lequel le repos, même le repos fait partie du plan d'action de la réussite. Donc s'il se repose, c'est pour vraiment mieux travailler derrière. Voilà. Ce qui est important de mentionner aussi à la fin de chaque type, c'est de prendre un pas de recul et se rendre compte ce que chaque type apporte au monde dans sa meilleure version de soi-même. Pour la personne de type 3, pour le battant, ça va être la capacité à réaliser, à faire prendre réalité à des projets, à entraîner des personnes avec lui pour créer des choses. Voilà. Donc, ça, c'est ce qui est important selon moi pour le type 3. Je le connais plutôt bien parce que mon père est de type 3. Donc ça fait 24 ans que je l'observe bien. Et je peux vous dire que c'est assez intéressant de voir la manière dont il fonctionne chaque jour, de se fixer des objectifs, d'avoir une to-do list. Et à vrai dire, je suis même sûre qu'en cachette, il a été capable de faire des tableaux Excel pour l'éducation de ses enfants, même pour des sujets de vie si perso. Il ne nous l'a jamais montré, mais je suis quasiment sûre que c'est vrai. Donc, voilà ce que j'ai pu dire sur le type 3. Maintenant, on suit la flèche, on va passer sur le type numéro 6, là-bas de l'autre côté. Donc, le type numéro 6, on va l'appeler le loyal. Pour lui, son moteur absolu, c'est la sécurité. Son attention première, ça va être de regarder ce qui peut paraître dangereux ou menaçant. Donc, c'est quelqu'un qui va rechercher le sentiment de confiance et de sécurité, un ancrage stable, la fiabilité. C'est quelqu'un qui est très, très, très précis pour distinguer le douteux, justement, du précis, et qui va essayer d'établir des fondations solides, de clarifier les enjeux, de fixer des règles du jeu claires pour créer un environnement dans lequel il se sentira en sécurité et dans lequel il pourra évoluer plus facilement. Une image que j'adore, justement, qui reprend ce petit kangourou là que vous voyez sur le graphique, c'est justement une vidéo qu'on nous montre pendant les formations, qui est justement ce petit kangourou qui regarde par la fenêtre. On voit une grande journée ensoleillée, et puis il y a des petites bulles, on voit ce que le kangourou est en train de s'imaginer dans sa tête, et la manière dont il est en train de voir ce paysage qui est une clairière avec des jolis arbres et un grand soleil, et lui il voit un volcan en éruption avec du feu partout. Et ben voilà. Les numéros 6, ils sont très très doués pour anticiper les dangers. Donc, c'est des personnes plutôt prudentes, plutôt sceptiques, qui vont remettre en question l'autorité pour vraiment valider qu'ils peuvent faire confiance. Si c'est le cas, dans ce cas-là, ils vont être d'une loyauté à toute épreuve. C'est des personnes vigilantes qui aiment suivre les règles et qui s'organisent face à un danger, parfois pas réel. Mais donc, qui vont être tout souvent les mieux préparés pour les dangers qui vont finalement se réaliser parce que dans leur tête, ils auront été capables de faire les plans de tout ce qui aurait pu se passer de pire. C'est des personnes qui évitent à tout prix la trahison, qui ont peur d'être trahies. C'est pour ça qu'ils vont, comme je disais, tester l'autorité, tester les proches, les informations qui sont autour d'eux, pour être sûrs d'accorder leur confiance à la bonne personne et justement éviter la trahison. Ils peuvent entretenir pas mal de peur, d'anxiété, de doute, même envers des choses qui semblent évidentes.
et ensuite seulement accorder leur confiance. Donc, concernant les pensées et les paroles fréquentes qu'il y a dans la tête d'un 6, je suis souvent dans le doute, j'aime que les règles soient bien définies et bien cadrées. Je pense que la plupart des gens ne sont pas assez conscients des dangers qui nous menacent. Je repère vite la manipulation. Là aussi, j'ai un petit peu d'expérience dans la matière parce que ma mère est de base numéro 6. Donc, je sais très bien comment ça fonctionne dans sa tête. Donc, elle est capable d'anticiper tous les pires scénarios de tout ce qui va se passer. Mais dans sa meilleure version d'elle-même, elle met son énergie en œuvre pour être vigilante, être capable d'anticiper et de justement créer des fondations communes super stables avec des règles très claires pour avoir tous un cadre sécure dans lequel on va pouvoir évoluer. Et enfin, c'est quelqu'un dont la confiance est inestimable parce qu'une fois qu'ils nous l'ont accordé, on pourra vraiment compter sur eux jusqu'au bout. Voilà pour le type numéro 6. Alors, je sais que ça va vite, mais voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions à me poser dans le chat, même en parallèle, je peux jeter un coup d'œil. Alors, le type numéro 9, donc on va appeler le médiateur. Son premier regard, son attention première va être portée vers l'harmonie. Ce qui est important pour lui, c'est de fuir les conflits à tout prix. Enfin, on peut dire que c'est peut-être quelqu'un qui s'est senti coincé entre deux points de vue, par exemple des deux parents, qui étaient différents. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui va rechercher justement l'harmonie à tout prix, la paix, la fluidité des rapports entre les gens, la bienveillance. Donc c'est vraiment le médiateur par excellence, quelqu'un de très à l'écoute, qui aime ses habitudes, qui peut avoir une colère non exprimée, parce qu'à force de fuir les conflits, il va refouler sa colère. Et au bout d'un moment, ils vont plus savoir ce qu'ils veulent. Donc c'est des personnes qui sont de très bons soutiens, d'expérience. Moi, je trouve qu'ils font par exemple les meilleurs câlins. Qui sont plutôt rêvasseurs et distants dans des discussions animées parce qu'ils n'y sont pas très à l'aise. Ils préfèrent lisser les échanges, que tout le monde soit d'accord. Ils ont leur propre rythme et c'est difficile de connaître leur avis. Pourquoi ? Parce que, un petit exemple, dans une conversation de groupe où on va demander à un groupe de potes, ce soir, quel resto est-ce que vous avez envie de faire ? Et ben, le profil numéro 9 va attendre que chacun ait répondu et ensuite, soit il ne va pas répondre, soit il va se ranger au restaurant qui aura eu le plus d'avis favorables, dans un but toujours de fuir les conflits et que tout se passe pour le mieux possible. Du coup, ça va entraîner facilement des paresses face aux problèmes. C'est-à-dire que les profils 9 vont avoir tendance à mettre les conflits en dessous de la pile de dossiers pour à tout prix éviter les situations de tension autour d'eux. Et c'est des personnes qui vont, justement, lorsqu'ils sont en colère contre quelque chose, rentrer justement dans une espèce d'anesthésie de cette colère ou de leurs émotions ou de leurs conflits par des moyens de compensation qui peuvent être toutes sortes de substances pour justement continuer d'endormir la colère et fuir les conflits. Donc, dans la tête des numéros 9, qu'est-ce qu'il y a ? Je lui dirais que je suis d'accord avec lui, mais je ferai ce que je veux. Je déteste être dérangée et il me semble que chaque point de vue est égal à son contraire. Donc, pour le 9, les points de vue, avoir un avis sur quelque chose, c'est en constante évolution et c'est assez difficile de se positionner entre plusieurs points de vue. Évidemment, le 9 apporte des choses magnifiques au monde, comme tous les autres types, qui sont l'harmonie et la paix dans notre environnement, dans nos relations, dans les lieux. Voilà, donc c'est vraiment des belles personnes comme tous les autres types. Voilà. On va passer au médiateur, au perfectionniste. On retourne ici en haut, au petit 1. Comme vous le verrez, ici pour le perfectionniste, l'image qui a été choisie est une petite fourmi. Donc, qu'est-ce qui est important pour les personnes de type 1 ? La perfection. Non, oui, mais on peut utiliser d'autres mots. La justesse, la rigueur, l'exigence. Donc, c'est des personnes qui sont très exigeantes envers elles-mêmes, qui ont beaucoup d'attentes, souvent inatteignables. Donc, elles aussi, comme la personnalité numéro 9 qu'on a vu juste avant, peuvent avoir une colère réprimée. C'est des personnes qui tendent vraiment vers l'amélioration, vers le mieux, qui ont un sens aiguisé de ce qui peut être amélioré, de ce qui peut être corrigé quand ils arrivent dans une pièce, quand ils commencent à travailler sur un dossier, sur quoi que ce soit. Pour eux, leur mission sur Terre,
c'est d'améliorer les choses et de rendre le monde meilleur. À l'image d'une petite fourmi, ils vont faire leur part, brindille par brindille, ils vont faire ce qui est en leur mesure de faire, ils vont le faire très bien, avec beaucoup de précision, beaucoup de rigueur, de l'éthique, des valeurs. Malheureusement, ça laisse peu de place à la spontanéité, car tout doit converger pour eux vers leur idéal de justesse et de perfection. Donc, les débordements émotionnels n'en font souvent pas partie. Ils ont souvent une petite voix intérieure qui leur dit, une petite voix de jugement qui leur dit ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ils ont peur de se tromper, peur de l'erreur. Et souvent, ils imposent aux autres cette même rigueur qui débouche souvent sur de la déception du coup. Et ça peut justement les rendre nerveux de voir les autres faire des erreurs. Comme je disais, la colère peut être justement gardée et contenue à l'intérieur parce que l'exprimer, ce serait contraire à cet idéal de justesse qu'ils poursuivent. Ils ont la peur de se tromper, ça c'est sûr, parce qu'ils attachent tellement d'importance à la justesse que c'est vraiment quelque chose qui est très présent en eux. Justement, quelques pensées et paroles fréquentes. On dit de moi que je suis méthodique et organisée. Il n'est pas prudent de montrer ses sentiments. Je suis quelqu'un qui ne se fâche que pour de fort bonnes raisons. J'apprécie les gens qui suivent les règles. Il ne faut agir que dans le sens de l'amélioration des choses. J'ai dans la tête une petite voix qui me force à faire les choses du mieux possible. Pour être aimé ou apprécié des autres, il faut faire les choses parfaitement. Donc voilà comment ça se passe dans la tête d'une personne de base 1. J'aimerais bien vous raconter une petite anecdote. Quand j'habitais il y a quelques années avec mes colocs et que je leur ai parlé justement de l'énéagramme sous ce même format, exactement la même chose. Et qu'une de mes colocs me disait moi je pense que je suis de type numéro 1. Et je disais ah bon, qu'est-ce qui te fait dire ça? Et elle me dit regarde derrière toi Mathilde, il y a une tache d'humidité là qui dépasse de l'évier. Et chaque fois que j'arrive dans la cuisine, je la vois et à chaque fois, ça me stresse. Et je me dis, j'espère que quelqu'un de la coloc va enfin le réparer, mais moi, à chaque fois, je le vois et je n'en peux plus. Et moi, je me suis retournée et je n'avais jamais vu cette tache de toute ma vie. Voilà. Donc, c'est pour illustrer un petit peu que les personnes de type 1 ont vraiment un sens aiguisé de ce qui peut être amélioré pour tendre vers cet idéal de justesse qui est très important pour eux. Et donc, dans la meilleure version d'eux-mêmes, ce qu'ils apportent au monde, c'est justement de la précision, du contrôle, un sens des responsabilités et ça devient des très bons experts très pointus dans leur domaine. Voilà. On descend la flèche du 1 vers le 4. Là aussi, je trouve que le perroquet est un très bel animal totem pour décrire le type qu'on a appelé le type romantique. Donc, pour la personne de type 4, l'attention première, ça va être l'émotion, la créativité, mais vraiment l'émotion. Certains appellent la base 4 l'artiste, mais c'est pas du tout exclusif, vraiment. Le romantique correspond un petit peu mieux. Donc, un événement dans l'enfance qui aurait pu se passer, ce serait par exemple une déchirure ou une séparation qui provoque un fort sentiment d'abandon et qui pousse la personne de type 4 ou de futur type 4 à se considérer comme différent des autres. Sa compulsion, ce qui va être important du coup pour la personne de type 4, ça va être d'éviter la banalité, d'être toujours tourné vers ce qu'il y a de plus original. Donc, c'est des personnes qui vont avoir de l'imagination hors pair, qui vont aimer avoir un style peut-être vestimentaire extravagant, ça dépend, chacun l'exprime à sa manière. Ce sont des personnes qui sont tournées vers le beau, vers le différent, vers l'intensité, tellement intense que elles vont être sujettes à des hauts et bas émotionnels quotidiens. Quand je dis quotidien, ça peut être 10 fois dans la même journée, du plus haut au plus bas. Pourquoi? Parce que pour la personne de type 4, ce qui est intéressant, ce qui est important, c'est l'intensité. Pour eux, vaut mieux une émotion forte que pas d'émotion du tout. Peu importe que cette émotion soit, entre guillemets, positive ou négative. Donc, c'est des personnes qui cherchent à rentrer en connexion avec ce qu'il y a de plus véritable en eux, leur identité, leur origine, la plénitude de la vie. C'est pour ça qu'on les appelle aussi un petit peu les artistes. Mais donc, ils vivent quotidiennement ces allers-retours entre l'extase et la déprime. Comme je disais, une émotion forte vaut mieux que pas d'émotion du tout. C'est des personnes qui peuvent, du coup, aimer entretenir le drame, donc des choses inaccessibles, des rêves irréalisables, des amants lointains, le passé, la nostalgie, etc., etc. Et ce sont des personnes qui vont être
dans l'expression souvent assez théâtrale de leurs humeurs. Donc, le petit perroquet qu'on voit dessiné à gauche, je trouve particulièrement pertinent. Alors, qu'est-ce qu'on a en termes de pensées et de paroles fréquentes dans la tête des personnes de type 4 ? Pourvu que cela me permette de ressentir une émotion forte, du moment que cela me permette d'afficher ma différence. J'ai toujours rêvé du grand amour. Je suis flattée d'être considérée comme différente des autres. Je suis plus sensible à ce qui ne va pas chez moi. C'est important de pouvoir vivre selon mes idéaux. La souffrance, la beauté et l'amour me touchent beaucoup. Les gens ne se rendent pas compte des merveilles de la vie. Les réussites affectives de certains me rendent parfois jaloux. En effet, puisqu'ils cherchent souvent un idéal de vie qui est inaccessible, cela peut créer de l'envie ou de la jalousie envers des personnes dont ils imaginent qu'ils ont atteint cet idéal. Personnellement, j'ai une de mes autres colocs qui était de type 4 et ça m'a beaucoup aidé de comprendre avec elle quelle était cette personnalité, parce que les hauts et bas émotionnels quotidiennement dans la journée, j'imaginais que c'était de ma faute, alors que grâce à l'outil de l'énéagramme, j'ai justement compris que c'était elle, sa manière de vivre l'intensité du monde, et que je n'étais pas du tout responsable de ces yo-yo émotionnels. Donc évidemment, ce qu'ils apportent au monde, ça va être de vivre profondément et de trouver de la beauté même dans les petites choses insignifiantes. Voilà. Alors, la base numéro 2, qu'on appelle l'altruiste. Alors, leur moteur absolu, c'est l'amour. Leur attention première, elle se porte sur l'autre et sur ce qu'il peut faire pour satisfaire les désirs de l'autre, parce que dans sa croyance, c'est ce qui va lui permettre d'être aimé et apprécié. Dans l'enfance, un événement qui aurait pu se passer, ce serait qu'on aurait fait comprendre à l'enfant 2 que satisfaire les besoins des autres passe avant la satisfaction de ses propres besoins. Donc, ce qui est important pour eux, c'est de rendre service à l'autre. Ça va être la personne qui se souvient toujours de la manière dont tu bois ton thé et dont tu le préfères. La personne très attentionnée, toujours disponible, très chaleureuse, qui va avoir une dimension affective même au travail, qui va être capable de s'oublier pour l'autre, mais à un point où ça devient difficile, puisqu'il va tellement se focaliser sur l'autre qu'il va en oublier ses propres besoins. Parfois, la personne de type 2 peut même être un petit peu envahissante, car il cherche à s'immiscer dans la vie des autres pour combler leurs besoins, car c'est comme ça qu'il se sent vivre, entre guillemets. Alors, souvent, c'est un petit peu difficile, parce que la personne de base 2 est convaincue, à un premier niveau, d'agir comme ça, de manière totalement désintéressée. Et d'ailleurs, c'est sûrement possible, hein, je ne dis pas le contraire. Mais ce qui est un petit peu compliqué, c'est parfois de se rendre compte qu'on fait ça pour un besoin plus profond de reconnaissance. Voilà, je vais m'arrêter là. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la tête des personnes de base 2 ? Quand les gens ne veulent pas de mon soutien, je me sens triste et nulle. Je trouve difficile de demander aux autres ce dont j'ai besoin. Les gens qui dépendent de moi et de ma générosité sont assez nombreux, et c'est ma grande fierté. Je suis quelqu'un qui fait beaucoup de compliments aux autres. Donc à ce stade, j'aimerais bien vous parler, justement vous donner aussi un petit exemple, qui est une personne que j'ai rencontrée à mon premier module, à ma première formation d'énéagramme, qui justement sortait tout juste ou même était encore en train de faire un burn-out. Et un de ces témoignages m'a vraiment marquée, parce que selon moi, il était extrêmement représentatif de son type. Elle nous racontait qu'elle était alitée, justement en plein burn-out, et que c'était la première fois que d'autres personnes venaient s'occuper d'elle. Et que même au plus bas, comme ça, elle n'était pas vraiment capable de reconnaître ses propres besoins et d'accepter l'aide que les autres lui apportaient, parce que c'est toujours elle qui avait l'habitude de faire ça pour les autres. Et lorsque tel voisin lui a apporté un cadeau, sa première réaction, ça a été de dire « Mais attends, j'en ai pas besoin, donne-le plutôt à un tel dont je sais qu'il a cassé sa voiture l'autre jour, ça permettra de l'aider, etc. » Donc, c'est vraiment toujours tourner vers l'autre. Même si ça implique de, justement, ne pas reconnaître ses propres besoins et de ne pas savoir dire non pour la plupart du temps. Donc, ce que la base 2 apporte au monde, c'est assez évident, c'est l'amour, la présence, la chaleur.
Et donc, merci aux deux d'être là parce que c'est très important. C'est très important. Voilà. Alors, base 8. On approche de la fin. Il nous reste 3 types à voir. La base 8 qu'on appelle le chef. Alors, pareil, les noms sont parfois un petit peu réducteurs ou traîtres, mais on va voir ça un petit peu plus en détail. Donc, ce qui est important pour la personne de type 8, son attention première va se focaliser sur ce qui menace sa capacité de contrôler. Et donc, il va regarder ce qu'il peut faire pour obtenir le contrôle. Petit, dans son enfance, par exemple, le 8, il va trouver les autres assez menaçants pour lui et pour les plus faibles. Donc, il va développer un comportement d'affrontement pour se protéger et protéger les autres. Donc, ce qui est important pour lui, quoi qu'il arrive, c'est d'être fort. Donc, ce qu'il recherche, c'est la force, la puissance, la vigueur, le plaisir de dominer les obstacles pour satisfaire ce besoin de maîtrise et de contrôle. Les personnes de type 8 ont un sens aiguisé des rapports de force entre les personnes. Ils ont au plus profond d'eux-mêmes une quête de justice et de protection des plus faibles, qui est dédiée au développement de leur force et la défense des innocents. Pour faire un petit peu les profils 8 et 3 sont souvent un petit peu mis en relation parce qu'on peut hésiter, parce que les deux sont des leaders, des chefs, voilà. Mais la manière dont ils vont gérer les conflits est très, très, très différente. Un profil 3 va plutôt choisir la négociation, le contournement, le mensonge, enfin la fin justifie les moyens, attention pour le 3, pour arriver à ses fins, alors que le 8 préfère concentrer toute son énergie, toute sa force pour foncer en ligne droite et arriver à ses fins. Pour eux, tout est blanc ou noir. Le 8 place vraiment, c'est la loi de la jungle en fait, les gens en deux camps, ceux qui sont avec lui et ceux qui sont contre eux. Donc pour les personnes de type 8, le monde est toujours un petit peu dans la confrontation. Sont des personnes évidemment entraînantes, protectrices, authentiques, autoritaires, parfois tyranniques. Pour eux, comme je disais, la vie est une lutte. Et c'est des personnes qui, contrairement aux bases 9 et 1 qu'on a déjà vues, qui ont plutôt tendance à réprimer la colère, pour la personne de type 8, la colère est un mode d'expression comme un autre, et tout aussi légitime. Donc, ils vont extérioriser leur colère, se mettre extrêmement en colère, mais 2 minutes après, ce sera passé, ce sera sorti, ce sera même oublié. Pour eux, c'est normal de fonctionner comme ça. Donc, c'est pour ça que l'outil Néagramme permet aussi de comprendre certaines choses à ce niveau-là. C'est des personnes qui vont chercher à fuir la faiblesse à tout prix, quitte à être un petit peu dans le déni face aux choses dangereuses, qui vont d'abord essayer de l'affronter, de se confronter, de foncer tête baissée, et qui vont réfléchir ensuite. C'est des personnes qui ont beaucoup de courage et d'ardeur face aux difficultés, qui imposent leurs règles, mais qui peuvent se permettre très facilement de ne pas les respecter. Ce sont des personnes qui peuvent avoir des comportements assez excessifs dans le travail, les plaisirs, la nourriture, la sexualité, qui vont fuir, quoi qu'il arrive, la vulnérabilité et nier en bloc tout ce qui pourrait les mettre en tort ou en faiblesse, bien que ce soit souvent un mécanisme inconscient. Donc, qu'est-ce qu'on a dans la tête des 8 alors? C'est moi qui choisis ce que je fais de ma vie. Ici, le chef, c'est moi. Je ne me laisserai pas doubler par ce type. Je n'ai pas à supporter ce que je n'ai pas envie. Je vais leur montrer qui commande ici. Je ne supporte pas, ma fille, de se faire marcher sur les pieds. Quand on m'accuse, je trouve qu'on a tort de le faire. Mon point de vue est le bon. Et qu'est-ce qu'on va dire d'eux? Heureusement qu'il ou elle ose dire ce que personne n'ose, et c'est évident que l'exercice du pouvoir lui plaît. Donc, avec tout ça, qu'est-ce qu'ils apportent au monde, les numéros 8? La puissance, le courage face à l'adversité, et je rajouterais vraiment cette dimension de protection des plus faibles. Voilà, ce qui est important pour eux. On en arrive à la base numéro 5, qu'on appelle l'observateur. On est redescendu ici, en bas du cercle. Donc, souvent, ce qui peut se passer dans l'enfance, c'est que le petit 5 va se construire une défense ou un masque devant le manque d'amour ou le tremplin envahissant d'amour de ses parents, ce qui va le pousser à rentrer dans une forme de retrait et d'isolement. Son intention première va être dirigée vers ce qui lui permet de rester distant pour observer ce qui se passe afin de comprendre le monde. Pour eux, le monde, c'est de l'information et c'est de la connaissance. Donc,
Ce qui est important pour eux, c'est de rechercher par le rationnel, le logique, l'information. Ils ont peur de l'intrusion dans leur monde, justement, dont j'ai parlé. Parce que pour eux, c'est important d'avoir une vie intérieure stable, parfaitement entretenue. Et ils recherchent en fait à l'extérieur de quoi nourrir leur intérieur en se concentrant sur l'essentiel, la recherche de la vérité et la compréhension du monde par l'information et la précision. Donc, c'est des personnes qui vont avoir souvent beaucoup de connaissances, mais un certain recul, voire détachement dans la vie relationnelle. Pourquoi ? Parce que souvent, pour se protéger, ils vont avoir tendance à se couper de l'expérience émotionnelle et physique pour se reclure dans le centre mental. Et c'est comme ça qu'ils deviennent l'observateur, le spectateur. Parce qu'ils essayent de comprendre le monde par le mental, plus que par les autres moyens. Malheureusement, ça les pousse à se couper non seulement du monde extérieur, parce qu'ils se placent en tant qu'observateurs, mais aussi souvent d'eux-mêmes, de leurs propres émotions, pour favoriser l'analyse intellectuelle à la place de l'expérience propre. Comme je disais, quoi qu'il arrive, c'est important pour eux de limiter les risques d'intrusion dans leur espace personnel. Et ils peuvent être assez avares de leurs idées et de leur temps. Ce qui est important pour eux, c'est d'avoir leur espace privé, souvent en solitude, dans lequel ils peuvent, dans ce cas-là, laisser remonter leurs émotions, mais le reste du temps, ils vont préférer porter un masque. Pensées et paroles. Alors, qu'est-ce qu'il en est des pensées et paroles fréquentes des profils numéro 5 ? J'ai l'impression que peu de gens comprennent mon besoin de solitude. Que puis-je faire pour échapper à cette réunion ? J'ai plus appris de la vie en lisant et en observant que par l'action. J'aime me plonger dans les choses qui m'intéressent. Je préfère ne pas dire tout ce que je sais à ce sujet pour ne pas être à sec d'informations. Je n'aime pas me montrer agressif. J'éprouve des difficultés à exprimer mes sentiments au moment où les choses se passent. Il faut garder ses sentiments pour soi. Je préfère rester à l'écart et observer les gens plutôt que me mêler à eux. Voilà. Avec tout ça, évidemment, ce que les bases 5 nous apportent, c'est l'importance des connaissances bien utilisées, le discernement, la concentration, et ce sont souvent aussi, j'imagine que vous l'avez deviné, des personnes qui sont de grands experts dans leur domaine. Voilà. On en arrive au dernier type, la base numéro 7. Qu'on appelle l'épicurien. Donc là aussi, je trouve que le petit singe qui court partout après les plaisirs de la vie est assez représentatif. Ce sont des personnes qui sont drivées par le plaisir, l'expérience de la vie, de la liberté, de la célébration de la vie, de la réjouissance. Pour eux, la vie est bien trop courte pour ne pas en profiter. Ils ont donc un sens très aiguisé de ce qu'il y a de positif dans chaque expérience, dans toutes les possibilités. C'est pour ça que souvent, au lieu du mot épicurien, on peut dire aussi l'optimiste. C'est des personnes qui vont avoir beaucoup d'humour, qui vont faire des très bonnes blagues, très enthousiastes, avec beaucoup de joie de vivre, qui vont être capables de toujours se projeter dans leur plaisir, qui vont toujours avoir 1000 plans de secours, avoir un côté très bon vivant, qui adorent associer les idées, et qui aiment toujours imaginer des situations agréables. Et ils ont un vrai problème à accepter la souffrance, mais surtout l'enfermement. Donc, lorsqu'un numéro 7 souffre ou bien se sent enfermé dans cette situation, il va utiliser son mental pour se rassurer et planifier les plaisirs futurs pour ne voir que le bon côté des choses. Donc, ils ont un flot d'occupation constant, total, immense, avec toujours plein d'options pour éviter, comme je disais, l'enfermement. Toujours surcharger leur emploi du temps, avoir plein de nouveaux projets, de nouvelles expériences. On dit d'eux souvent qu'ils vont s'éparpiller ou commencer des choses sans forcément les mener à bout. On dit d'eux qu'ils parlent vite, qu'ils sous-estiment le danger, ça c'est certain. Et ils vont toujours multiplier les chances d'éviter la souffrance. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que quelqu'un de profil 7 va avoir toujours 10 000 plans de secours, au cas où, si donc typiquement un vendredi soir, 3 ou 4 soirées organisées dans la même soirée, pour pouvoir choisir celle qui va lui procurer le plus de plaisir. Et si jamais, grand drame, ce qu'il avait organisé ne se passe pas comme prévu et qu'il se sent enfermé ou en souffrance, il va pouvoir vite se carapater à son plan numéro B, C, D, etc. Quoi qu'il arrive, et il pourra faire ça.
Donc, il aura toujours en tête le plaisir de l'idée d'une expérience. Voilà. Quoi qu'il arrive, ce qui est important pour eux, c'est de tout faire pour éviter la souffrance, de se sentir coincé physiquement et psychologiquement. Et l'attention première, comme je disais, se pose, quoi qu'il arrive, sur ce qui lui permettra de vivre des sensations plaisantes, d'avoir tous les choix possibles, d'avoir plein de plans, plein de projets, et de faire des associations mentales agréables. Vous l'aurez peut-être deviné, je suis de profil 7. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on apporte au monde, malgré le fait que malheureusement, on finit jamais aucun de nos projets, qu'on n'est pas trop capable de se confronter à la souffrance de l'autre, et plein d'autres défauts qu'on a, c'est la joie de vivre et l'optimisme. Voilà pour la présentation très succincte, la plus rapide possible, de chacun de ces types. Maintenant, je voudrais qu'on approfondisse un tout petit peu. À nouveau, n'hésitez pas si vous avez des questions, je les prendrai avec grand plaisir. Ce que je voudrais vous donner un petit peu comme élément supplémentaire, c'est les 3 centres qui sont répartis le long du cercle. Donc, qui sont les 3 centres de chacun de nous, la tête, le mental, le cœur, l'émotionnel, et le corps, tout ce qui est l'instinct. Donc, on est répartis ici autour du cercle de cette manière-là. Donc, par exemple, les types 2, 3, 4 vont être ensemble du côté émotionnel, 8, 9, 1 du côté corps pour elles, et 5, 6, 7 du côté mental. Je vais juste me focaliser rapidement pour vous donner un exemple sur le côté mental. Le numéro 7, on l'a vu, va passer son temps à anticiper tous les plaisirs que la vie peut lui offrir. Donc dans sa tête, on est dans le mental. Le numéro 6 va passer tout son temps à anticiper tous les dangers, tous les risques qu'il peut y avoir. Et le numéro 5 va regarder le monde à travers son mental et essayer de le comprendre à travers le mental. Voilà. On peut faire les mêmes... Enfin, on pourrait détailler aussi pour chacun des autres types. Mais voilà, si vous connaissez déjà un petit peu, si vous savez comment vous avez tendance à fonctionner, ça peut être assez intéressant comme tips supplémentaires pour valider un profil avec lequel vous avez senti qu'il y avait quelque chose qui collait bien, si vous avez déjà un petit peu conscience de comment vous fonctionnez à ce niveau-là. Ensuite, donc comme je disais, l'évolution. Ce qui est important avec l'énéagramme, et moi ce qui me plaît énormément, c'est que non seulement on découvre notre type, mais qu'on a aussi des axes pour s'améliorer. Ces axes, ils vont être au nombre de 3 dans un premier temps, qui sont mes 3 dernières slides qui arrivent ici. Tout d'abord, les vertus. Donc, comment devenir la meilleure version de nous-mêmes et apporter la dernière phrase là, de chaque slide, ce qu'on apporte au monde, ça va être de développer une vertu. Typiquement, pour le numéro 7, je sais de quoi je parle, ça va être de développer la vertu de la sobriété versus la gloutonnerie pour, tout ce que la vie pourrait avoir à nous offrir. Et voilà, chaque type a quelque chose de particulier à développer pour tendre vers justement cette meilleure version de soi-même. Ensuite, les fameuses flèches, pareil, je ne vais pas pouvoir trop m'étendre, mais ce qu'il faut savoir, c'est que chaque type est relié à d'autres types justement par ces flèches, et qu'en situation de stress, on va avoir tendance à aller dans le sens de la flèche. Donc, moi, profil 7, qui finit jamais ce que je commence, pareil, j'ai dit que je caricaturais, que j'étais vraiment dans les extrêmes et les stéréotypes. Je ne suis pas tout le temps comme ça. Mais justement, parce que je suis capable de développer et d'aller dans le profil numéro 1 pour le jour où j'en ai besoin, devenir perfectionniste et réussir à terminer une tâche que je commence. À l'inverse, si je suis en période de confort, tout va bien, je peux aussi avoir tendance à aller du côté numéro 5, où j'aime bien en apprendre plein de choses sur un sujet, être seule, me concentrer sur mes projets, etc. Dernier petit point que je voulais mentionner, ça va être ce qu'on appelle les ailes. Les ailes, on les développe plutôt avec l'âge, avec la personnalité, avec notre personnalité qui devient un petit peu plus complexe avec les différentes expériences qu'on a dans notre vie. Le concept des ailes, c'est justement ce qu'il y a de chaque côté de nous.
sur lequel on va pouvoir s'appuyer et qui donne aussi un axe de développement pour développer justement plus de qualité. Typiquement, le profil numéro 3, ça peut être intéressant pour lui de s'appuyer sur son L2 et d'être un petit peu plus tourné vers l'autre et pas seulement sa propre réussite. Et ça peut être aussi intéressant pour lui d'aller un petit peu en 4 pour être capable de plus laisser libre cours à ses émotions qu'il a tendance à réprimer pour toujours tendre vers le succès. Voilà, donc c'est tout pour cette présentation. Je suis contente d'avoir réussi à tenir dans les temps et je serais ravie de prendre vos questions. J'espère vraiment que je serai en mesure d'y répondre. Voilà, merci beaucoup à tous.